Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Aujourd'hui, on évoque un sujet que redoutent tous les parents, comment éviter le décrochage scolaire de son enfant. Avec le confinement et l'école à distance, des retards ont été accumulés. 2 semaines après la rentrée, on évoquera toutes les façons de se remettre à niveau sereinement et dans la bonne humeur. Salut Evan, on te retrouve ce matin. Tu nous parles aujourd'hui d'apprentissage et des métiers d'art, c'est ça ? Exactement, bonjour à tous. En effet, je suis dans une entreprise spécialisée dans les métiers d'art. D'ailleurs, tout à l'heure, on recueillera le témoignage de Théo. Il est compagnon du devoir en plein Tour de France. C'est bien, on est en plein dans l'actualité. Mais avant, je vous propose de commencer cette belle découverte avec Gaël. Gaël, bonjour, vous êtes le directeur de l'entreprise. Bonjour. Alors ici, ça s'appelle Crézet, on est à Saint-Jacques-de-la-Lande, dans le 35. Je vous laisse nous présenter votre savoir-faire. Oui, alors Crézet, c'est une entreprise artisanale qui tire son origine de la fin du 19e siècle, dans le centre de Rennes. C'était la forge en face de la cathédrale, en fait. Donc, c'est une entreprise qui a traversé tout le 20e siècle dans le cœur de Rennes et dont la spécialité est la serrurerie et la ferronnerie d'art. Alors, la serrurerie, c'est pas vous qui venez réparer la serrure quand on a coincé la clé à l'intérieur? Non, la serrure est un accessoire inventé par les serruriers, mais le métier de serrurier existe depuis des siècles avant. Ça vient de serrare en latin, ça veut dire fermer, tout simplement. On apprend des choses dans cette émission. Fermer une ouverture d'un bâtiment. Donc ça va être des grilles, des portails, des menuiseries, des verrières, des rampes d'escalier, enfin tout ce qui va sécuriser le bâtiment. Justement, un portail, on en a là en pleine rénovation. Vous pouvez nous expliquer les différentes étapes sur lesquelles vous intervenez, typiquement sur une pièce comme celle-ci? Oui, alors ici c'est l'imposte d'un portail sur lequel nous faisons une restauration pour un site universitaire à Rennes. Donc le portail a déjà été restauré, l'ensemble des grilles a déjà été reposé. Et là, sur ce fronton, il nous reste encore un petit peu de travail à faire sur les ornements. Donc les feuillages, il y en a déjà certains de repositionnés. Des pièces qui nous manquent encore en fonte. Donc des petites pièces comme celle-ci, vous voyez, avec des pistils qu'on va reproduire en fonction des pièces d'origine qui, pour certaines, ont disparu, ont été abîmé par le temps. Alors c'est assez dingue, on verra tout à l'heure avec Arnaud, l'un de vos apprentis. Le ferronnier, il va vraiment refaire toute la volute, comme on peut voir ici, à la main. Bon, je garde ça pour tout à l'heure. Oui. Avant, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous arrivez à recruter ces artisans, parce que c'est quand même un savoir-faire d'expert. Alors pour les recruter, il faut déjà les former. Donc le métier ne s'apprend qu'en apprentissage quasiment, ou en formation continue, mais après il faut passer beaucoup de temps en entreprise pour perfectionner son métier. Il faut 4 à 6 ans pour faire un bon serrurier. Ah oui, et on commence dès la seconde? Alors on peut commencer avec le CAP, mais le CAP ça peut se faire dès la sortie du collège, ou après un bac, ou après une reconversion professionnelle. On peut faire un CAP à tout âge. Et vous travaillez notamment avec les Compagnons du Devoir. Vous pouvez nous rappeler l'objectif de cette association? Alors les Compagnons du Devoir dispensent les formations de type CAP, brevet professionnel, mais ajoutent à ça une spécificité qui est le Tour de France. Et donc le Tour de France consiste à passer 1 an dans une ville différente à chaque fois, avec un maître d'apprentissage différent, pour compléter un panel de savoir-faire. Et alors vous, comment est-ce que vous recrutez tous ces apprentis? Est-ce qu'ils viennent à vous? Est-ce que c'est uniquement avec les Compagnons du Devoir? Est-ce que vous faites des job dating, comme on peut entendre de temps en temps? Alors, nous recevons des itinérants du Tour de France tous les ans avec la Maison des Compagnons. Donc, nous sélectionnons avec eux, parmi les gens qui arrivent à Rennes tous les ans, les candidats avec lesquels on va travailler pendant 1 an. Mais nous formons également des candidats qui posent candidature chez nous pour des formations initiales en CAP ou en brevet professionnel, par exemple. Et rapidement, est-ce qu'il y a des débouchés quand on se lance dans un cursus de ferronnier? Il y a énormément de débouchés parce que ce sont des métiers rares, très demandés. Il n'y a aucun souci pour trouver du travail à l'issue de ces formations. Ce qu'il faut, c'est s'accrocher pendant plusieurs années, même après avoir fait son CAP, parce que c'est comme quand on apprend à jouer du violon. Au début, c'est difficile, et puis plus on pratique, plus on trouve du plaisir à son métier. En tout cas, merci beaucoup Gaël. La visite, elle continue dans quelques instants. J'en profite aussi pour vous annoncer ce grand forum sur l'apprentissage à l'échelle nationale qui est organisé par Pôle emploi et ses partenaires. Un bon moyen de mettre en lien employeurs et futurs apprentis. D'ailleurs, Anne Fantet, je te laisse nous donner tous les petits détails pratiques.
Oui, pour ceux qui veulent faire de l'apprentissage aujourd'hui, c'est le moment. Un grand forum digital est organisé. Il est gratuit. C'est le 16 et 17 septembre 2020. Des milliers d'offres sont à pourvoir, comme le disait Evan. Toutes ces infos sont à retrouver sur le site grande-rentrée-apprentissage.fr. Nous, ici, on va s'intéresser aux élèves, collégiens, lycéens et étudiants qui ont repris le chemin des classes depuis 2 semaines. Dans les prochains mois, l'école va devoir lutter contre le décrochage scolaire. Nos invités ici présents ont plein de solutions à nous proposer pour éviter cette issue. Et je commence avec vous, Adrien Gauthier. Bonjour, vous êtes le directeur adjoint de la Ligue de l'enseignement 35. Vous travaillez depuis des années à fédérer toutes les associations autour de l'accompagnement à la scolarité. Est-ce que le Covid-19 aujourd'hui change la donne pour vous ? Alors oui, immanquablement, sur la forme, au moins, dans sa mise en place, on est obligé de tenir compte de toutes les normes en vigueur, les normes sanitaires. Après, sur le fond, ça ne change pas parce que l'accompagnement à la scolarité, un dispositif qu'on coordonne à la Ligue de l'enseignement avec nos assos fédérés et les pouvoirs publics, notamment la CAF et les collectivités territoriales, sur le fond, ça ne change pas parce que on le fait depuis des années. Depuis des années, on mobilise des bénévoles sur ces questions-là afin de permettre en fait, au maximum d'enfants bénéficiaires. On va y revenir. En tout cas, les parents restent vigilants, sont quand même de l'inquiétude. Je vous propose d'écouter les interrogations de Sabrina. Cette année, l'école a été arrêtée en milieu d'année et mon enfant a pris beaucoup de retard. À la rentrée, est-il conseillé d'avoir des cours supplémentaires après l'école pour que les enfants puissent récupérer leur retard ? Que lui conseillez-vous, par exemple, Adrien Gauthier ? Du coup, pour revenir sur ce que nous, on coordonne, ce qu'on connaît, ce qu'on propose, l'accompagnement à la scolarité est un dispositif qui permet non pas d'avoir des cours supplémentaires, mais des temps d'échange, des ateliers avec des bénévoles pour pouvoir, en fait, tout en ayant et en revêtant un aspect ludique, pouvoir se conforter aussi dans ses apprentissages, ses compétences, ses savoir-faire. On est bien dans pas tenter l'école après l'école, mais permettre aussi aux élèves de découvrir une autre forme, parfois même d'apprentissage, de monter en compétences pour s'épanouir et du coup revenir plus confiant dans l'école. Sophie Karadec, vous êtes coordinatrice et médiatrice culturelle à l'association des Crabes Rouges. Bonjour, vous travaillez main dans la main avec Adrien Gauthier. Quel est le ressenti des parents que vous avez rencontrés depuis cette rentrée ? Vous les sentez aussi inquiets comme on l'a vu avec Sabrina ? Oui, bonjour. Ils sont en effet inquiets et à la fois, je pense, relativement confiants vis-à-vis à la fois des institutions et des associations comme la nôtre qui accompagnent leurs enfants et qui les connaissent bien. Donc c'est vrai qu'ils viennent plus facilement frapper à notre porte aujourd'hui parce qu'on a ce rôle aussi de faire le lien avec les établissements scolaires et ça les rassure de voir, à défaut de pouvoir s'adresser eux directement aux enseignants ou aux directeurs d'école, ils peuvent venir nous voir en tout cas. Et qu'est-ce qu'ils redoutent le plus finalement ? C'est que l'enfant décroche, c'est ça ? Oui, c'est que l'enfant décroche, c'est de ne pas pouvoir accompagner convenablement leurs enfants. Ils ont conscience, en fait, ils se sont beaucoup impliqués lors du confinement, donc ils ont conscience des enjeux derrière et des enjeux d'orientation, quels que soient les âges, en fait. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement dans vos ateliers d'accompagnement à la scolarité ? Une journée type ou une soirée type, disons ? Alors, ça va se passer plutôt en soirée, après l'école. Les modalités vont vraiment varier en fonction des âges des enfants. Pour les plus jeunes, en école élémentaire, ce qu'on va proposer, ça va être des ateliers ou des sorties. Pour donner des exemples, l'idée, en fait, c'est vraiment de placer les enfants dans un cadre quand même d'apprentissage, mais vraiment de ne pas reproduire le cadre scolaire, parce que l'idée n'est pas de rallonger leurs journées d'école, qui sont souvent déjà longues. Donc on va essayer de chercher des formes ludiques à d'autres apprentissages. Par exemple, on a mis en place des ateliers radio avec une association locale. On peut travailler sur les émotions. On a travaillé avec les petits débrouillards pour des ateliers autour des sciences. Et puis beaucoup de sorties en utilisant les ressources culturelles du territoire, comme aller visiter un équipement culturel comme le Triangle, le TNB, ce genre de choses. Finalement, c'est l'école de la vie qui se transmet quand on voit ça. L'idée, c'est vraiment de les outiller en fait d'une autre façon, en tout cas, de venir compléter ce que peut apporter l'école, mais aussi les familles, et du coup de leur apporter du savoir, du savoir-être, qui vont pouvoir justement réutiliser à l'école et du coup leur donner confiance en eux. Une petite question qui va intéresser nos téléspectateurs, comment redonner confiance à un enfant qui éprouve des difficultés, par exemple qui n'aime pas l'école ? Parce qu'il y a aussi ça. L'idée justement, c'est dans ces moments-là, on peut prendre le temps, que ce soit par le biais des bénévoles qui vont tisser un lien un peu particulier ou nous professionnels qui les connaissons bien aussi, de discuter et du coup d'essayer de repérer quelles sont les difficultés et de lever les barrières. C'est peut-être un temps qui peut être difficilement pris dans un cadre collectif à l'école. Donc, et très souvent, c'est un manque de confiance en soi et c'est lever la pression en fait scolaire.
Et justement, pour lever cette pression scolaire, limiter au maximum les effets du confinement, l'Éducation nationale a lancé plusieurs dispositifs. Cet été, on regarde. Victor n'a pas beaucoup bossé ses cours cet été. Oui, mais je me demande s'il va être au niveau. Cet été, le dispositif exceptionnel Vacances apprenantes, prévu pour 1 million d'enfants, avait pour objectif essentiel le rattrapage scolaire. On estime en effet que 20% des élèves se sont partiellement désengagés de la scolarité pendant la crise sanitaire. Le chiffre monte même à 30% des élèves dans les collèges en réseau d'éducation prioritaire et dans les lycées professionnels. Pourtant, pendant le confinement, les enseignants ont tenté d'assurer la continuité pédagogique par ordinateur interposé. Problème, 2 enfants sur 10 dans les familles défavorisées déclaraient ne pas avoir d'ordinateur pour faire leur travail scolaire. Et pour les 8 autres, motivation et accès à l'ordinateur n'étaient pas toujours au rendez-vous. Résultat, 4% des élèves, soit 500 000 enfants au minimum, avaient totalement décroché. Mais rassurez-vous, les enseignants ont prévu une rentrée adaptée à la situation, aussi bien pour les apprentissages que pour la socialisation des enfants. Et avec nous depuis Quimper, Laurence Vignon, adjointe à l'éducation pour la ville. On vient de l'entendre, 500 000 enfants avaient décroché au moment du déconfinement en France. Ce sont des chiffres alarmants qui vous ont obligé à mettre en place des vacances d'été apprenantes. Bonjour à tous. Oui, alors ça ne nous a pas forcément obligés, c'est-à-dire que nous, notre dispositif qui a été mis en place sur le courant du mois d'août a été déjà imaginé avant, en tout cas, la possibilité de vacances apprenantes qui avait été proposée par le ministère de l'Éducation. Il se trouve que la maire de Quimper aujourd'hui était psychologue scolaire et que c'est vrai que c'est une problématique qu'elle avait rencontrée tout au long en fait, de son activité professionnelle. Et quand on est arrivé au début du mois de juillet, ça a été une grande priorité, enfin le premier chantier d'ailleurs qu'on a mis en place. Donc l'idée qu'on a retenue, c'est de travailler d'abord avec les associations, et je rejoins ce que les 2 intervenants précédents ont dit, c'est vrai que pour nous, il n'était pas question de se substituer d'une façon ou d'une autre à l'éducation nationale, mais c'était vraiment de permettre aux enfants de reprendre pied ou contact avec l'école. Donc pour nous, en fait, c'est des ateliers qui ont eu lieu sur les 2 dernières semaines du mois d'août. La jauge de départ qui a été imaginée, c'était 32 enfants et on est assez content parce qu'en fait, on a eu 19 enfants la première semaine et 24 enfants la deuxième semaine, alors ce qui était un peu une très très bonne surprise. Le choix qu'on a fait, c'est de travailler avec une association locale qui s'appelle TECAP, qui regroupe alors des bénévoles, des anciens professeurs, etc. Et l'idée, c'était de permettre à ces enfants sur ce temps-là de pouvoir reprendre contact avec les apprentissages de l'école. Les stages, ils étaient sur la base du volontariat ? Toujours, ils étaient sur la base du volontariat et en tout cas, il n'y avait pas de présélection qui avait été faite par des établissements auparavant. C'est-à-dire que les parents s'inscrivaient directement en mairie et venaient dans un lieu qu'on avait d'ailleurs choisi décentralisé, qui n'était pas en lien avec l'éducation nationale, qui était une salle au-dessus des Halles de Quimper, c'est-à-dire en centre-ville. Les enfants venaient le matin. La seule obligation qu'il y avait, d'une certaine façon, c'est l'obligation à l'assiduité. Voilà. Mais ça a plutôt très bien marché puisqu'ils sont revenus tous les jours. Le retour des enfants sur ces vacances apprenantes. Alors, assez étonnamment pour moi, je dois dire, quelque chose de très très positif en fait, parce qu'ils se sont retrouvés dans un cadre, comme disait l'intervenante précédente, qui était assez ludique, c'est-à-dire que c'était pas l'idée de repartir sur quelque chose de très scolaire, etc. Il y avait une ambiance qui était relativement, j'ai presque envie de dire propice d'ailleurs à l'apprentissage, parce que les gens étaient détendus, les enfants étaient entre eux, ils se découvraient pour certains, il y avait eu un peu de bouche à oreille qui avait fonctionné, donc c'était plutôt bien. Et pour nous, ce qui est important, c'est que c'est une dynamique qui se met en place, puisque le choix qu'on a fait, c'est pour la rentrée, de mettre en place dans toutes les écoles quimpéroises de l'aide aux devoirs, en fait, pour tous les enfants, pareil, pas ceux qui sont dans les réseaux prioritaires. Mais c'est la continuité pour nous aussi de ça. Alors, Adrien Gauthier, on le voit, plusieurs acteurs se mobilisent. C'est important de faire des ponts entre municipalités, associations ? Oui, c'est essentiel. En fait, les pouvoirs publics ont une action qu'elles portent et elles s'emparent du tissu associatif local pour pouvoir mobiliser des bénévoles, pour pouvoir aussi mettre en place des actions qui sont cohérentes. C'est grâce à ça, en fait, et grâce aux liens qu'on a en permanence qu'on peut permettre aux élèves d'avoir, après l'école, de l'accompagnement à la scolarité, de maintenir du lien sur les territoires, de leur permettre aussi, ce que vous évoquez, une découverte dans la ville, en fait, de pouvoir redécouvrir sa ville et de pouvoir ensuite, pour eux en tout cas, c'est ce qui est le plus important dans l'accompagnement à la scolarité,
monter en confiance et revenir à l'école avec cette confiance. Et par ailleurs, il existe aussi des initiatives privées. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en France, on est champion d'Europe des cours particuliers depuis plusieurs années. Qu'est-ce que révèle ce classement, Laurence Vignon ? Je crois qu'il y a une vraie question qui se joue aujourd'hui autour de l'enseignement. Je crois que le confinement, on aura plein d'enseignements à en tirer par rapport à ça. Vous parliez tout à l'heure, je crois que la maman qui parlait tout à l'heure évoquait la question de l'inquiétude qu'il peut y avoir par rapport à ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les collectivités et les différents acteurs, parce que c'est vrai que tous séparément, on ne peut pas. L'acteur principal, c'est l'éducation nationale. On a aussi un rôle à jouer parce que la question du cours privé, c'est aussi une question financière et tous les parents ne pourront pas se permettre effectivement ce choix-là, même si certains en feront le sacrifice, ma foi, et effectivement, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Donc je pense que et les collectivités en lien avec les associations ont un rôle très très important à faire pour permettre l'accès à tous, d'ailleurs, à ces possibilités de cours du soir, de choses pendant les vacances, etc. Et finalement, la question qui se pose aussi, c'est finalement, c'est important de rassurer les parents. Sophie Karadec. Oui, tout à fait. C'est une des grandes parties de notre travail sur l'accompagnement scolaire. C'est de les rassurer aussi, de les valoriser dans leur fonction parentale, parce que beaucoup, parfois, peuvent se sentir démunis, justement, face à l'institution que représente l'éducation nationale. Et là, dans cette période de confinement, c'est ce qu'on a pu voir à différents endroits. Et malgré tout, ça leur a donné aussi cette place-là. C'est-à-dire qu'ils ont pu s'impliquer, ils se sont énormément investis à, justement, suivre les consignes qui étaient données avec les enseignants. Et donc ça a été aussi une note positive finalement pour les parents de pouvoir d'avoir cette place en fait qui leur a été donnée. Laurence Vignon, avant de nous quitter, est-ce que vous avez prévu de refaire des vacances apprenantes pour les vacances de la Toussaint ? Mais j'ai l'impression que tout le monde y a pris goût. Alors, l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est de faire une évaluation du dispositif qui a été mis en place. D'abord, de rediscuter avec l'association, de faire le point sur le dispositif et pourquoi pas, effectivement, de prolonger. On attend les premiers retours sur, effectivement, la question de l'aide aux devoirs ou l'aide aux devoirs qu'on met en place pour voir un petit peu les demandes ou les attentes qu'il peut y avoir sur le temps des vacances. Voilà. Merci beaucoup, Laurence Vignon, d'avoir été avec nous depuis Quimper. On va retourner au plus près de Evan. Que de belles rencontres pour toi aujourd'hui, hein. Et sur le fond de la banane. Et je me demande s'il n'y a pas Oui, exactement, Anne Fanté. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud qui est en apprentissage. Arnaud, là, on est au niveau de la forge. Explique-nous ce que tu vas faire dans quelques secondes devant nos yeux ébahis. Alors, je vais réaliser une pointe. En fait, c'est avec une barre d'acier doux. Donc, c'est du S235. Donc, je vais attendre qu'elle chauffe à peu près à 1000 degrés. Et ensuite, je vais taper sur l'enclume, en fait, tout simplement. Bon, alors, en attendant qu'elle soit chaude, elle n'est pas chaude, là. Non, il faut que j'accède la soufflerie, pardon. Ah, bah vas-y, alors. Mais en attendant, du coup, Gaël... Ah bah non, ça y est, la soufflerie est activée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours d'apprenti ? Alors, en fait, j'ai d'abord réalisé un CAP en serrurerie-métallerie. Après, être d'abord passé au lycée, donc j'ai fait un bac général. Ensuite, j'ai fait un an de fac où j'étais un peu perdu. Ensuite, j'ai fait 2 ans de serrurerie-métallerie chez les Compagnons. Alors attends, du coup ça m'intéresse, on va faire une petite pause. Comment est-ce que tu passes de la fac à la serrurerie ? Est-ce que c'était une passion que tu avais depuis toujours ? Alors non, en fait justement c'est pendant cette année que j'ai découvert la serrurerie, que j'ai fait des portes ouvertes, j'ai fait les métiers d'art, la Journée européenne des métiers d'art, pardon. Et c'est là que vraiment que j'ai découvert tout l'intérêt de la forge et des métiers artisanaux. Donc ensuite tu contactes les Compagnons du Devoir. Exactement, donc je me préinscris et j'ai fait un stage dans une entreprise et puis ensuite on m'a embauché pour un apprentissage. Et cette entreprise, c'était Crézé ? Non, j'étais du côté de Tours, en Indre-et-Loire. D'accord. Voilà. Donc pour le premier apprentissage, j'étais à Tours. Et là, après, j'ai décidé de bouger un peu partout. Entre-temps, entre l'apprentissage en ferronnerie et celui en serrurerie, j'ai fait 7 mois de forge au Puy du Fou, en fait. Donc, alors, on va te laisser préparer notre pointe pour que tu nous fasses la petite démo. En attendant, Gaël, j'aimerais savoir, Arnaud, il a commencé par un stage chez vous pendant le confinement, c'est ça ? Oui, effectivement, nous sélectionnons nos apprentis plutôt avant le printemps, on va dire sur février-mars. Et on a tendance à leur faire un stage de pré-apprentissage, les immerger pendant 3 semaines, 1 mois, voire plus. Je crois qu'Arnaud est resté un petit peu plus d'1 mois pour voir si effectivement il se sentait à l'aise, si il confirmait son souhait de se lancer sur un cycle d'apprentissage, parce qu'une fois qu'on est lancé sur un CAP, faut aller au bout. Ça dure combien de temps un CAP ? Alors ça dépend du niveau initial. Là, le CAP d'Arnaud en ferronnerie va durer 1 an, mais son CAP précédent a duré 2 ans. Oui, c'est ça. Et puis après, on peut encore
continuer. Alors Arnaud, est-ce que tu es prêt à nous faire ta petite démo? Absolument. Eh ben, vas-y, alors on va te regarder, puis tu vas nous expliquer en même temps. Oula, attention, ça chauffe. En quelque sorte, le fer est entre 800 et 1000 degrés là. Et je vais pouvoir taper dessus pour faire une pointe. Là, mais c'est un métier à risque. Moi, je vais demander une prime de risque à cette histoire. Ah oui, c'est hyper technique. Ça, ce sont des gestes qu'il a appris ici, notamment. Alors, ce sont des gestes dont il a appris les bases en CAP serrurier et qu'il a pu perfectionner pendant ces mois de pratique au Puy du Fou. Bon, Arnaud, on fait une petite pause. J'aimerais que tu nous expliques ce que c'est vraiment d'être apprenti. Déjà, le rythme que tu as par rapport à l'école. Alors, tout d'abord, je vois que tu es armé, je vais me tenir à carreau. Je vais encore commencer l'école en fait. Et je vais faire entre 6 semaines en entreprise, 2 semaines d'école en fait. Pendant 1 an. Et l'avantage de l'apprentissage aussi, c'est que tu as un salaire. Oui, absolument. Là, je suis payé pour l'instant environ 55% du SMIC. Tout dépend des heures. Mais oui, c'est pas négligeable, quoi. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui nous regardent ou même aux parents qui nous regardent de faire de l'apprentissage? J'imagine que oui. Oui, bien sûr. Oui. C'est pourquoi? Déjà, ça apporte beaucoup au niveau de la maturité. On rentre tout de suite dans le monde du salariat, on va dire. Et ça, on grandit plus vite, j'aurais l'impression de dire aussi. On apprend à être à l'heure, ça c'est important. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est à l'heure, Arnaud, Gaël? Oui, il est à l'heure tous les matins. Ici, on commence à 7h30. Ah oui, oh là là. 7h30, 16h45 tous les jours. Voilà, c'est ça l'apprentissage de la vie. Merci beaucoup Arnaud, je te laisse terminer. On se retrouve tout à l'heure avec un compagnon du devoir qui lui est en plein Tour de France, il s'appelle Théo. Il est en train de travailler un petit peu plus loin sur un bel ouvrage, vous allez voir. Je vous en dis pas plus, on se retrouve dans une dizaine de minutes. À toi Anne Fonté. À tout à l'heure Evan. Alors comme vous le savez, cette saison, France Télévisions se mobilise pour l'emploi dans cette crise sanitaire que nous traversons. Chaque jour, on vous donne des bons plans et des astuces. C'est aujourd'hui en partenariat avec Pôle emploi, coup de projecteur sur le métier d'assistant médical. Regarde. Il n'y a pas de notion d'urgence, pas de douleur, pas de... Non? Vous avez besoin que je vous le note ou pas? Oui. Donc je m'appelle Raja Elmana et je suis assistante médicale dans un cabinet de médecins généralistes. J'ai été opérée beaucoup de fois, énormément de fois quand j'étais jeune, donc je passais ma vie dans les hôpitaux. À chaque fois que je croisais un médecin, un infirmier, je me disais toujours un jour je serai là moi aussi. Bonjour. Vous avez une carte vitale? Allez-y, je laisse l'insérer dans le lecteur. J'aime avoir ce contact avec le patient. J'aime lui donner des informations, le rassurer aussi. Parfois, ça nous arrive d'avoir au cabinet des personnes qui sont dévastées parce qu'elles viennent de recevoir une mauvaise nouvelle. Ça fait du bien d'être là pour eux. On les voit pendant peut-être 5 minutes dans la journée. Parfois, c'est 5 minutes qui vont changer leur vie. Donc du coup, on se dit qu'on doit être à la hauteur. Bonjour, vous avez fait une prise de sang et tout ça? Eh bien, prenez le rendez-vous, bien sûr, en échographie de datation. Comme ça, vous saurez, vous aurez plus de détails. Il faut leur expliquer un petit peu, par exemple, s'il faut aller au laboratoire, s'il faut être à jeun ou pas. C'est vrai qu'ils nous posent des petites questions et on doit savoir y répondre. Mais quand il s'agit des questions d'ordre médical, de prise de décision, on a besoin du médecin. On doit être capable en tant qu'assistant médical d'évaluer une urgence. J'essaie de me mettre à la place du patient sans forcément trop me laisser envahir par ses émotions. On va avoir affaire à des personnes parfois qui sont désagréables, qui vont nous crier dessus un petit peu. Mais on sait qu'au fond, ils viennent parce que ça ne va pas et que donc on doit faire en sorte que tout aille bien. Et ça fait partie, pour le coup, de ma personnalité et du métier. Je vérifie en fait la quantité de produits qui manquent parce qu'en consultation, il faut absolument qu'il manque rien pour le médecin. Un assistant médical va être le bras droit du médecin. On va dire que le deal, c'était que le médecin consacre son temps à faire du médical. Et donc nous, on doit lui apporter sa salle de consultation prête. On met 1 ou 2 par salle, ça dépend de ce que les salles que tu as. Ok? Ouais, merci. Donc peu importe la place que j'occupe dans le maillon, et je suis très heureuse de faire partie du parcours de soins d'un patient. C'est ce que je voulais. Maillon du parcours de soins, les assistants sont souvent peu valorisés. Nathalie Bellec nous a rejoint. Bonjour, vous êtes conseillère Pôle emploi à Rennes. Alors, ça peut paraître surprenant, mais le métier d'assistant médical fait partie des nouveaux métiers. Pourquoi? Alors, cette création d'assistant médical a été créée dans le plan de réforme de système de santé. En 2022, 4000 postes seront à pourvoir.
Alors, c'est aussi dans l'objectif de pallier au manque de médecins, de réduire les délais d'attente des rendez-vous. Et quelle formation faut-il suivre pour exercer le métier ? Alors, il faut être détenteur de différentes formations, à savoir celle d'infirmière, auxiliaire de périculture ou aide-soignant. Mais il est également envisagé pour les personnes qui ont exercé pendant 3 ans dans le milieu de la santé, de passer ce qu'on appelle un CQP, un certificat de qualification professionnelle. C'est un métier polyvalent, on l'a vu, en appui du médecin. Quelles sont les qualités humaines requises ? Alors, comme on l'a vu de fait dans le reportage, l'assistant médical doit avoir comme compétence celle de la relation. On voit bien que c'est un métier relationnel, beaucoup d'empathie, beaucoup de discrétion, mais également beaucoup de rigueur et savoir travailler en binôme parce qu'il faut établir une relation de confiance avec le médecin et toute l'équipe médicale. C'est un métier qui recrute, hein, c'est ça que vous disiez ? Alors, c'est un métier qui est en phase de recrutement. À ce jour, peu de postes encore sont à pourvoir, mais il est envisagé 4000 postes d'ici 2022. Donc, de fait, il y a de l'avenir. Un conseil pour ceux qui souhaitent postuler ? Alors, pour ceux qui souhaitent postuler pour trouver un poste, il faut aller sur le site de Pôle emploi, sur la rubrique La bonne boîte. Et là, on peut identifier toutes les entreprises, en tous les cas, tous les médecins qui envisagent de recruter dans les mois à venir. Et nous, ce qu'on conseille, c'est de passer à la candidature spontanée. Merci beaucoup Nathalie Bellec d'avoir été avec nous. Et dans ce contexte sanitaire, pour ceux qui recherchent un emploi, vous serez peut-être amené à passer un entretien vidéo. Arthur Pertigos vous livre toutes les bonnes astuces pour préparer cet exercice pas toujours très évident. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Comment bien préparer mon entretien vidéo ? Comme un entretien classique, mais en évitant tout ce qui pourrait perturber l'attention du recruteur ou votre concentration. Installez-vous à l'abri du bruit et de toute intrusion, familiale, amicale et même animale. Avant l'entretien, testez le cadre de la vidéo. Attention au contre-jour, on doit vous voir et vos mains aussi. La gestuelle appuie votre argumentation. Soignez votre tenue, votre posture et vérifiez que vous avez déjà installé le bon logiciel de conférence. Si la connexion plante, pas de panique. Vous avez sous la main le contact téléphone ou mail du recruteur pour le joindre illico. Bref, tout est sous contrôle. Faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. À présent, des idées pour ceux qui veulent s'engager. La France compte 1 300 000 associations. Près de 20 000 associations sont créées chaque année. Voici les clés si vous souhaitez vous lancer dans une aventure associative. Ça y est, on a créé notre association. Cool, mais vous l'avez déclaré ? La déclaration n'est pas obligatoire, mais c'est nettement mieux. Ça donne un statut juridique à l'association qui est alors reconnue comme une personne morale. Du coup, on peut ouvrir un compte bancaire, faire des contrats, recevoir des subventions ou même agir en justice. La déclaration est très simple. Elle s'effectue en ligne sur servicepublic.fr, par courrier ou en préfecture. C'est entièrement gratuit. Vous recevrez une réponse sous 5 jours. Augustin, 19 ans, a déclaré son association de cyclistes en quelques clics. C'est tout simple, pour créer une association, il suffit simplement de se rendre sur le site internet servicepublic.fr où vous trouverez tous les conseils pour vous accompagner dans cette démarche. Il vous suffira en effet de rédiger des statuts, le procès-verbal d'une association, et ensuite c'est tout simple, tout se fait en ligne ou en préfecture selon votre choix, et vous pourrez très rapidement, en quelques jours, créer une association. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour déclarer une association. C'est pas compliqué. Ouais, je vous laisse parce que... Maître Rosanne Saillour, vous êtes consultante et spécialiste du droit des associations. On cite toujours la loi 1901 pour définir le cadre d'une association. Rappelez-nous ce que c'est en fait une association. Bonjour. La loi de 1901, c'est une association, donc c'est lorsque 2 ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances sur leurs activités dans un but autre que le partage des bénéfices. Une association, c'est un contrat. Et dans ce contrat, on va définir les missions et les activités de l'association. Donc on va définir l'objet social de l'association, mais également définir la gouvernance. Qui sont les membres de l'association, qui la composent, et également qui sont les dirigeants et leurs pouvoirs.
Donc il y a vraiment une liberté statutaire. Alors à cela, il y a quand même quelques exceptions, notamment dans le secteur du tourisme ou le secteur de la chasse, par exemple, où là, l'activité est beaucoup plus encadrée et la liberté est beaucoup moins importante. Il faut toujours poursuivre un intérêt général ? Alors, la notion d'intérêt général, elle est à plusieurs niveaux, échelles, j'imagine. Voilà, il y a un sens fiscal aussi qui est accordé à ça. Disons qu'il faut, en tout cas, bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de partage des bénéfices entre les membres. Après, l'activité, elle peut être sociale, culturelle. On peut intervenir dans le secteur sportif. Voilà, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont portés par des associations. Et si demain je dois lancer mon association, à qui dois-je faire appel pour la composer ? On doit être combien et quel rôle ? Alors, dans la loi de 1901, il y a deux choses qui sont prévues. D'une part, il faut être 2 personnes au minimum et désigner un représentant légal. Classiquement, nous, on voit que les associations sont composées d'un bureau, d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale. Mais ce n'est en rien une obligation légale. Seule la tenue d'une assemblée générale qui va rassembler l'ensemble des membres adhérents semble être impérative. Alors, pour les personnes qui souhaitent créer leur association ou les personnes qui sont déjà membres d'une association, il faut être extrêmement vigilant sur la rédaction des statuts. Pourquoi ? Parce que souvent, nous, on constate que des décisions sont prises au nom et pour le compte de l'association par des personnes qui n'en avaient pas le pouvoir, ce qui derrière pose quand même un certain nombre de sujets en termes de responsabilité. Et c'est aussi pour ça qu'il est très important de déclarer l'association. Alors oui, la déclaration, on en parlait tout à l'heure dans la vidéo, mais le fait de déclarer une association, c'est de lui donner la personnalité morale et une autonomie juridique. Si je ne déclare pas mon association, qu'est-ce qui va se passer ? Bien, l'association elle ne pourra pas contracter, elle ne pourra pas ouvrir un compte en banque, ne pourra pas bénéficier de subventions, et en cas de dommage, les membres seront collectivement responsables. A contrario, si je décide de déclarer l'association, donc de lui donner cette fameuse personnalité morale, cette autonomie juridique, là, elle va pouvoir donc, faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire avant, contracter, embaucher par exemple du personnel, ouvrir un compte en banque, bénéficier de subventions. Je parlais tout à l'heure de la responsabilité. Il faut quand même avoir à l'esprit que le fait de donner la personnalité morale et que potentiellement l'association pourrait être tenue pour responsable en cas de dommage ne va pas suffire à désengager la responsabilité des dirigeants qui, eux, peuvent être tenus personnellement responsables dès lors qu'une faute leur serait personnellement imputable. Et comment vous intervenez auprès des associations ? Pourquoi on doit faire appel à un avocat quand on est une association ? C'est que ça va mal ? Alors non, c'est pas que ça. Alors l'idéal, c'est d'intervenir en amont. Nous, on constate quand même que le modèle économique des associations est en constante évolution. Elles bénéficient de subventions, elles vont parfois aller collecter du mécénat. On intervient à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux structurels. On voit qu'elles mettent en place des partenariats, des opérations de mutualisation, ou même elles vont fusionner. Donc là, l'intervention d'un avocat sera nécessaire. Il y a des enjeux aussi en droit social. C'est extrêmement important parce que j'évoquais tout à l'heure la question des dirigeants. On a la gouvernance bénévole, on a également les salariés, les directeurs, une DAF. Et là, derrière, il y a des délégations de pouvoir qui vont se mettre en place. Donc il faut faire en sorte que ces délégations, elles soient valides. On a constaté aussi qu'il y avait beaucoup de mises à disposition de personnel salarié entre des associations. Est-ce que ces mises à disposition sont licites ? Et le troisième enjeu, c'est en fiscal. Enfin, on va dire qu'on parle d'une association à but non lucratif. Si je suis à but non lucratif, ça veut dire que je ne paye pas d'impôts. Pas forcément. Nous, on va intervenir pour vérifier si l'association est assujettie ou non à l'impôt sur les sociétés, à la TVA. Notamment aussi, je parlais tout à l'heure de la question des dons. Est-ce que l'association peut bénéficier de dons et est-ce qu'elle peut remettre un reçu fiscal à ses donateurs ? Donc, ça fonctionne. Enfin, disons les associations sont confrontées aux mêmes enjeux qu'une entreprise en droit des contrats, en droit social. On a beaucoup parlé de la protection des données personnelles. Les associations étaient également confrontées à ces sujets-là. Et autre info hyper intéressante, vous nous disiez tout à l'heure qu'il était possible de lancer une association même en étant mineur, Adrien Gauthier. Oui, c'est une possibilité. À la Ligue de l'enseignement et avec un autre collectif, d'autres associations, on a à cœur de favoriser l'engagement des plus jeunes. Et donc il est possible en fait de se constituer ce qu'on appelle en junior association, donc moins de 18 ans, avec ensuite la possibilité de faire évoluer l'association sur le cadre standard loi de 1901. Et en tout cas, si on le souhaite, de pouvoir pérenniser dans l'école ou hors l'école
de regroupement d'élèves ou de jeunes adolescents pour pouvoir se constituer en junior association. Ça leur permet de se rassembler autour d'un projet, de pouvoir coopérer, de pouvoir commencer l'exercice de la démocratie aussi en association. Et puis pour des raisons aussi très pratiques, ça leur permet d'avoir un compte en banque et donc d'être autonome aussi sur la menée de leur projet. Vous venez de m'apprendre un truc en tout cas. Je le disais tout à l'heure, la France compte 1 300 000 associations. Sans elles, la France ne tiendrait pas debout. Sophie Karadec, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense oui que les associations poursuivent des missions qui sont nécessaires, essentielles. Donc en effet, heureusement qu'elles sont là. On le voit sur le quartier du Blône à Rennes, où les associations sont très nombreuses et indispensables. Et j'avais une petite question. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier engagement associatif ? On parlait des jeunes tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez la première fois où vous vous êtes dit, moi je m'engage dans une association ? Oui, je pense que ça remonte, c'est ça commence à remonter, mais en tant que bénévole, oui, justement. Et je pense que c'est une expérience aussi de la jeunesse. Et c'est pour ça que la création d'une association pour des jeunes, ça représente quelque chose, un objectif. C'était quoi le thème, vous, la première fois que vous l'avez fait ? Je ne sais plus lequel est venu avant. Je sais que j'ai été bénévole pour ATD Carmonde et également pour le CRIJ à l'époque à Rennes, donc justement pour la jeunesse, pour m'expérimenter aussi à l'engagement bénévole. Madame Sayour, Maître Sayour, est-ce que vous êtes déjà, vous, engagée dans une association et si oui, laquelle ? Quand j'étais étudiante uniquement. Ouais. Après, qu'est-ce que vous aviez fait ? L'association d'étudiants classique qui organisait les soirées et les choses comme ça. Donc voilà, après... La fameuse BDE, je crois, ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc voilà. Et vous, Adrien Gauthier, comment vous avez mis le premier pied dans le monde associatif ? Tout jeune, dans les clubs de sport, en fait, on le conscientise que plus tard, mais dès qu'on est jeune, qu'on participe à un groupe, un club de sport ou une association culturelle, en fait, la plupart du temps, on s'engage, on nous demande un coup de main, même dès l'âge de 10-11 ans, sur quelques actions, pour encadrer même parfois les plus jeunes quand on est adolescent. Et donc c'est que plus tard qu'on conscientise, mais je pense que l'association, c'est ce qu'elle propose aussi dans l'émancipation des jeunes. Et voilà, c'est, je pense, ma première expérience associative. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui hésite à se lancer ? Parce que quels peuvent être les freins pour se lancer dans une association ? C'est justement de minimiser la prise de risque, de voir que c'est quand même une initiative qui peut être très accompagnée, qu'il y a beaucoup de structures qui sont là pour ça, et en particulier à Rennes, on connaît... le tissu associatif est dense, c'est important, il y a de quoi faire. Un conseil ? Un dernier conseil ? Un conseil, je ne sais pas, mais en tout cas, l'association, ce qui est important aussi, c'est tous ces moments de convivialité, de rassemblement. Ça nous permet d'échanger entre citoyens. On vient de divers horizons. On le voit beaucoup sur l'ensemble des associations. Même autour de la table, déjà. Oui, voilà, c'est l'importance, en tout cas, que je vois dans l'engagement associatif. En tout cas, ce à quoi moi j'attache de l'importance, c'est que ça nous permet de rencontrer pas mal de monde. Allez, on repart prendre des nouvelles d'Evan. Evan qui est ce matin avec des apprentis. Et oui, un apprenti en plein Tour de France, c'est Théo. Alors Théo, tu vas nous expliquer parce que tu es dans un Tour de France un peu particulier. Oui, bonjour, je suis donc Théo Conan, je suis sur le Tour de France avec les Compagnons du Devoir, qui est un perfectionnement théorique et pratique du métier artisanal qu'on a choisi. Et tu passes d'entreprise en entreprise dans la France entière pendant combien d'années ? Alors pendant combien d'années, ça dépend des métiers, ça dépend des individus, mais concrètement pendant 5 à 6 ans à peu près. Super. Alors là, tu es en pleine réalisation d'un bel ouvrage à Crézet, à Saint-Jacques-de-la-Lande. Tu vas nous présenter un peu ce que tu fais et ça commence toujours par un plan, comme on peut voir juste ici. D'ailleurs, on va s'approcher et tu vas nous le commenter, ce plan. Alors moi du coup c'est une rampe et garde-corps pour un particulier, donc tout est vissé, tout est taraudé, donc on commence par du débit de barre de 6 mètres qu'on vient remettre à la côte, soudé, meulé, percé, taraudé et le tout minutieusement en prenant son temps. On va aller s'approcher justement un petit peu de cette rampe puisqu'on passe du plan à la réalité. C'est combien d'heures de travail ? Alors tout dépend, là on est déjà sur quelques jours, ça va durer encore un petit bout de temps, il y a toutes les finitions, les détails à faire, mais bon, ça avance correctement. Alors comment est-ce qu'on rentre, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais comment est-ce qu'on devient un compagnon du devoir ? Alors pour y rentrer c'est assez simple, ça se fait sur la motivation et sur l'envie d'apprendre. Après, tout ce qu'on demande au début, c'est de trouver la boîte d'apprentissage de son côté. D'accord. Et toutes les démarches se font au fur et à mesure. Après, c'est pas dur d'y rentrer, mais c'est plus dur d'y rester. Pourquoi ? Motivation, exigence,
Après, c'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, beaucoup de perfectionnement. C'est quand même quelque chose qui demande une certaine concentration, une certaine motivation, quoi. Et alors, pour bien comprendre, est-ce qu'il y a une partie théorique dans le compagnonnage et ensuite on passe en entreprise, ou est-ce qu'on commence tout de suite en entreprise? Alors, on commence tout de suite en entreprise et en fait, on est en alternance. Donc, on jongle en fait entre des semaines de stage, des semaines en entreprise. Et on vient se perfectionner au fur et à mesure avec différents intitulés et en fonction des travaux qu'on fait aussi en entreprise. Et les cours théoriques ont lieu dans des maisons des compagnons. La tienne, elle est où? Alors moi, je suis à la maison de Rennes, rue Jules Verne. Et oui, les cours ont lieu là-bas directement. On a des salles de cours dédiées à ça. Ouais, est-ce que j'imagine que tu conseilles à ceux qui nous regardent de faire les compagnons du devoir? Alors, pourquoi? Je le conseille, c'est vraiment une belle expérience. Après, effectivement, ça demande beaucoup comme je disais, d'abnégation. Mais on en sort vraiment grandi et c'est quelque chose que je conseille vraiment à tout le monde, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Théo. Maintenant, je te laisse continuer. On va retrouver Gaël, le directeur de Crézet. Gaël, on n'a pas eu le temps tout à l'heure de parler des plus belles pièces que vous réalisez dans cet atelier. Le métier de serrurier et de ferronnier nous amène dans des endroits prestigieux où tout le monde n'a pas la chance d'aller. Nous travaillons régulièrement sur des châteaux, des cathédrales, des abbayes. Dernièrement, on s'est occupé de changer des lanternes de phare. Donc au large du Finistère, le phare des Pierres Noires, on a refait complètement la lanterne en cuivre, en laiton et en bronze, également sur l'île Vierge. En ce moment, nous travaillons sur des chantiers prestigieux sur la région parisienne. Nous sommes à la Manufacture de Sèvres, qui est monument historique, à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, qui est également monument historique. Et nous avons des travaux sur l'esplanade des Invalides. On a entre autres restauré le grand portail d'honneur. Le savoir-faire breton s'exporte au-delà de la Bretagne. Pour finir rapidement, des petits conseils peut-être pour des apprentis qui auraient envie de postuler, pas forcément chez vous, mais en général, vous êtes chef d'entreprise. Le recrutement, ça vous connaît? Alors oui, parce que tous les ans, on recherche de nouveaux apprentis à faire rentrer dans le circuit de formation. 3 conseils, 30 secondes. Défi. Alors, premier conseil, s'y prendre tôt. Parce qu'on a beaucoup de gens qui postulent beaucoup trop tard, très proche de la rentrée. Or, les choix se font peut-être 6 mois avant. Donc, commencer dès janvier-février à prospecter, c'est important. Deuxième conseil, faire un stage dans l'entreprise, en tout cas proposer de faire un stage dans l'entreprise en immersion. C'est ce qu'a fait Arnaud et ça lui a permis de confirmer et de se retrouver aujourd'hui en CAP avec nous. Merci. Tant pis, on n'a plus le temps pour le troisième conseil. Je vous invite à aller sur les sites de Pôle emploi et tous les organismes qui pourront vous donner des infos sur l'apprentissage. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de postuler. Peut-être. Anne Fonté, on pourrait se lancer dans l'apprentissage, toi et moi, non? Moi, j'ai déjà fait l'apprentissage et je le conseille très vivement à nos téléspectateurs. Surtout, ne ratez pas ce forum digital national et gratuit qui est organisé les 16 et 17 septembre 2020. C'est la grande rentrée de l'apprentissage. Merci à tous ici d'avoir été avec nous. Au programme demain dans Ensemble, c'est mieux. On reviendra sur les défis qui attendent le monde culturel. D'ici là, portez-vous bien. Très belle journée.